Il est 20 h, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est InfoSoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le secteur du tourisme retrouve des couleurs. Le Maroc est parvenu à drainer en 2022 11 millions de visiteurs, un exploit post-Covid inespéré. Alors que représente cette reprise et quel est le poids du secteur dans l'économie nationale? Des questions auxquelles répondra Mamadou Diaye dans sa chronique. C'est un moment magique et éphémère. La ville de Jrada s'est réveillée sous un manteau blanc aujourd'hui au grand bonheur de la population et des visiteurs de la région venus profiter de l'air pur et s'amuser avec ces quelques centimètres de poudreuse. Elle a été largement suivie et relayée par la presse aussi bien nationale qu'internationale. La séance plénière hier au Parlement en réaction à la résolution du Parlement européen a fait l'objet de nombreux articles et de unes sur lesquels on s'arrêtera dans ce journal. On commence avec un chiffre, juste un seul. Le Maroc est parvenu à drainer l'année dernière 11 millions de visiteurs. Un exploit post-Covid inespéré et qui fait du bien au secteur qui a été frappé de plein fouet par la crise. Les affaires reprennent donc pour les professionnels du tourisme. En témoignent tous les chiffres avancés par la ministre du Tourisme lors de la traditionnelle séance des questions orales au Parlement. Les précisions de Salim Abneb. Son authenticité, son patrimoine, ses paysages, son énergie valent au Maroc de retrouver quasi les chiffres de fréquentation d'avant-crise sanitaire. La reprise est excellente. Les touristes étrangers sont bien de retour en nombre. 11 millions de voyageurs ont choisi le Maroc l'an dernier pour y séjourner, soit un taux de récupération de 84% par rapport à 2019, qui était une année de référence. Une belle performance comparé au taux de recouvrement enregistré à l'échelle mondiale, qui atteint à peine 65%. Des touristes en voyage au Maroc également plus dépensiers, avec un budget à la hausse. Ces 11 millions de visiteurs ont généré 82 milliards de dirhams de recettes. C'est plus qu'en 2019. Le taux de récupération est de 112%. En ce qui concerne les touristes locaux, ils ont également répondu présent en 2022. D'après la ministre du Tourisme, le taux de récupération dépassant 1%. Fatem Zahra Amour s'attend à une reprise croissante et se dit très optimiste. Bref, les affaires reprennent et c'est de bon augure à quelques mois des vacances de printemps. Une très belle performance qu'il faut préserver et les autorités se concentrent également sur ce qu'elles appellent les fondamentaux pour le développement durable du tourisme interne. Il s'agit notamment d'encourager l'investissement dans le secteur. À l'échelle du continent, le Maroc est dans le top 3 des destinations qui enregistrent le plus de recettes touristiques avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. Alors que représente exactement le secteur dans l'économie nationale? C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Mamadou Diaye dans sa chronique Question Éco. Mamadou qui nous a rejoint. Bonsoir Mamadou. Alors le secteur du tourisme retrouve des couleurs, on l'a dit, mais que représente exactement le tourisme dans l'économie du pays? Voilà, bonsoir Ersan. Il faut dire que le secteur vient de loin et quand on le dit, ce n'est pas en termes de nombre d'années, mais d'épreuves. En l'occurrence, la crise sanitaire, ce à l'instar d'ailleurs des autres destinations dans le monde. Et à ce titre, une chute drastique des principaux indicateurs ont été notés en 2020. Moins 79% des arrivées aux postes frontières et moins 72% de nuitées par rapport à 2019. Mais le secteur a su très vite s'adapter avec un accent particulier qui a été mis sur le marché local. Si nous prenons l'année de référence 2019, le poids du tourisme sur l'économie nationale est réel. Il contribue à hauteur de 7% du produit intérieur brut. C'est un secteur qui génère également pas moins de 550 000 emplois directs qui représentent 5% de la population active. Et aujourd'hui, les recettes touristiques ont dépassé, Salima l'a rappelé, 81,7 milliards de dirhams durant les 11 premiers mois de l'année 2022. C'est un accroissement de 153% en une année selon les prévisions, les notes donc de la direction des études et des prévisions financières RSA. Alors Mamadou, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est juste de dire que la destination Maroc attire de plus en plus les touristes internationaux? On peut répondre par l'affirmatif et je vais vous dire, Ersan, pourquoi. À l'occasion
de la 43e édition du Salon international du tourisme de Madrid, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme n'a pas manqué de mettre l'accent sur le potentiel touristique du Maroc en tant que véritable leader du secteur du tourisme. Et d'après les expériences des touristes, les villes de Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger et Fès sortent du lot. Et même parmi ces 6 destinations, 3 figurent parmi les destinations préférées des voyageurs. C'est ce que la célèbre plateforme américaine spécialisée dans le tourisme qui nous le révèle, donc TripAdvisor. Dans la catégorie des villes en plein essor, Fès occupe donc la 7e position sur 25 destinations. Et dans le classement des destinations les plus populaires, Marrakech figure dans le top 10, 8e pour être précis. Merzouga, dans la province des Rachidia, est donc plébiscité également par les voyageurs internationaux parmi les 25 meilleures destinations au monde, donc du fait de son paysage tout à fait naturel. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer de bonnes vacances prochainement, Ersan. Merci beaucoup, Mamadou, pour toutes ces précisions. Et voyager au Maroc, c'est aussi skier en hiver et profiter de la neige. La ville de Jrada s'est réveillée sous un beau manteau blanc aujourd'hui, au grand bonheur de la population et des visiteurs de la région qui sont venus profiter de ce moment magique et éphémère. Ce sont des images de Younes Nasseri, commentées par Lina Louafi. Située à une 60aine de kilomètres de Oujda, la ville de Jrada affiche en ce mardi de janvier l'une de ses premières journées enneigées de la saison. De quoi raviver les nappes phréatiques, mais surtout l'occasion de faire des activités en famille. Nous sommes venus profiter un peu de cette ambiance enneigée. C'est la première fois que mon fils voit la neige. Il est né à Agadir, donc il n'a jamais pu avoir cette occasion. On espère qu'il y aura aussi beaucoup de pluie. On vient du village de Ouadhimr pour admirer la beauté de la neige, un cadeau du ciel après une longue période de sécheresse. C'est officiellement l'hiver et le mercure chute jusqu'à moins 4 degrés dans la région. Mais cela importe peu à ces enfants qui découvrent en famille les joies d'une bataille avec des boules de neige ou encore le plaisir d'en fabriquer un bonhomme. C'était vraiment mon plus beau rêve de voir la neige et jouer avec. Et mes parents m'ont emmené aujourd'hui. C'est la première fois que je vois la neige en vrai. Je ne la voyais que dans les films. C'est un très beau sentiment de la voir en vrai et de pouvoir jouer avec la famille. Cette neige ne fait pas uniquement le bonheur des enfants car les montagnes prennent lentement une teinte blanche presque aveuglante. Les arbres s'habillent de flocons étoilés, de quoi former les plus beaux paysages de cet hiver. Un paysage moins idyllique cette fois-ci, avec des trottoirs transformés en aires de stationnement réservées aux motos. À Marrakech, le phénomène qui prend de l'ampleur inquiète et la situation surtout devient intolérable, en particulier pour les piétons, les résidents et les commerçants. Alors comment expliquer cette exploitation illégale? Izza Charqi et Mohamed Chima ont réalisé ce reportage. Il y a à peine 3 semaines, ces motocyclettes étaient stationnées sur les trottoirs de l'avenue principale de Guéliz. Une situation qui gênait les piétons obligés d'emprunter la chaussée à leurs risques et périls. Aujourd'hui, des espaces de stationnement dans les ruelles adjacentes leur sont réservés afin de décongestionner les trottoirs. C'est une situation qui dégrade l'environnement urbain et qui empêche les citoyens d'utiliser les trottoirs, notamment les personnes à besoins spécifiques. Avant, nous louions ces espaces chaque année. Maintenant, nous avons décidé de les libérer. Un nouveau problème se pose à présent. Ces nouveaux espaces de stationnement pour motocyclettes encombrent les devantures de magasins et accès aux résidences. Une situation que déplorent les commerçants et habitants des petites ruelles de Guéliz. Il y a le gardiennage devant l'immeuble qui nous barre l'entrée de l'immeuble. Il y a d'autres espaces au Guéliz où ils peuvent louer les espaces pour les motos. On les a mis dans des rues adjacentes, des petites rues. La rue de la Liberté, elle est pleine de commerces de créateurs, de commerces de bouche, de commerces où on a besoin de stationner pour livrer, ou là où les clients doivent stationner pour récupérer leurs marchandises. Le conseil de la ville s'est récemment penché sur cette nouvelle problématique afin de trouver de nouveaux espaces de stationnement aux 8500 motocyclettes qui arpentent quotidiennement le quartier de Guéliz.
Avant d'ouvrir la page internationale, un mot sur cette visite de travail au Maroc de Abdullah Fahed Salih Al-Owais, vice-président de la sûreté de l'État saoudien, qui est à la tête d'une importante délégation sécuritaire et qui a été reçu par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef Hemmouchi, et à l'issue des échanges entre les deux parties, une convention de coopération entre la DGST et la présidence de la Sûreté de l'État saoudien dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et son financement a été signée. Nous ouvrons justement la page internationale avec le bilan, avec le Liban, où le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en 2020 continue de défier le pouvoir en inculpant le procureur général après avoir pris la même décision hier pour deux puissants responsables de la sécurité, une décision inédite dans l'histoire du pays, rejetée par le parquet. Pour rappel, cette explosion en 2020 avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés. C'est le premier scandale de cette ampleur depuis le début de l'invasion russe. Une série de hauts responsables ukrainiens démis de leurs fonctions dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée. Les développements avec Amina Mdral. Une douzaine de hauts responsables ukrainiens éclaboussés par une affaire de corruption. Résultat, ils ont été démis de leurs fonctions. Un sujet longuement abordé lors de cette réunion présidée par le Premier ministre. Notre gouvernement continue à mener les réformes nécessaires pour le bien de notre pays. Cela passe par la mise en place d'un système anticorruption. Cette vague de démissions concerne 5 gouverneurs régionaux, 4 vice-ministres et 2 responsables d'une agence gouvernementale, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint. Des postes clés qui se retrouvent vacants dans un pays en pleine guerre contre la Russie. Ces décisions relatives au personnel concernent des cadres de différents niveaux dans les ministères et autres structures du gouvernement central, dans les régions et dans le système d'application de la loi. Parmi les faits reprochés à ces hauts responsables, la signature d'un contrat par le ministère de la Défense à un prix présumé surévalué portant sur les produits alimentaires destinés à ces soldats ou encore des départs en vacances en plein contexte de guerre. Je vous le disais en titre, c'est une réunion qui a été largement suivie par la presse, aussi bien internationale que nationale. La séance plénière hier au Parlement, en réaction à la résolution du Parlement européen, a fait l'objet de nombreux articles et de unes qui ont relevé le caractère d'ingérence et d'acharnement contre le Maroc. La revue de presse est signée Wissal Ellem. La réaction du Maroc et le caractère urgent de la réunion tenue hier au Parlement a fait réagir la presse nationale et internationale. Les parlementaires marocains veulent rééquilibrer leurs relations avec le Parlement européen. C'est le titre affiché par Jeune Afrique sur son site, qui reprend également les termes d'ingérence et d'acharnement contre le royaume employés par les députés et les élus. Même son de cloche du côté de La Razón, quotidien espagnol qui titre sur la décision du Parlement marocain qui a décidé de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen tout en rappelant les termes de la résolution en question. De son côté, le journal libanais L'Orient le Jour met l'accent sur le rejet des accusations fallacieuses des députés européens. Dans ses colonnes, le quotidien revient sur la séance plénière et dénonce l'ingérence dans le système judiciaire indépendant marocain. Dans la presse nationale, le 360 donne la parole à différents groupes parlementaires marocains. Pour le RNI, cette résolution travaille pour des agendas précis. Quant au PAM, le parti évoque l'hostilité farouche des députés européens de la gauche. Une gauche européenne pas si unanime, comme le rappelle le journal L'Opinion qui précise que les eurodéputés socialistes espagnols ont voté contre cette résolution. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, Maroc diplomatique parle de règlement de compte et d'une attaque contre le Maroc et rappelle surtout que la résolution n'est pas contraignante et n'a aucune valeur juridique. Et en effet, hier, le Maroc a fermement réagi. Au Parlement, les voix se sont élevées pour dénoncer une ingérence. Les interventions des élus et des députés étaient nombreuses pour faire part de leur désapprobation du contenu de la résolution du Parlement européen. On écoute ces réactions compilées par Adil UTT.
C'est une résolution européenne qui resserre et unifie les rangs au sein du Parlement. L'institution législative bicamérale s'est dressée hier à l'unisson pour dénoncer un texte infondé qui impacte les fondements d'une relation de confiance de plusieurs années. Les membres de la Chambre haute sont unanimes. Nous ne pouvons accepter ce type d'ingérence. Nous regrettons le double discours du Parlement européen, surtout que le Maroc s'inscrit depuis 25 ans dans une dynamique positive dans plusieurs domaines, notamment ceux des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Notre justice est indépendante et la position européenne relève de l'ingérence dans les affaires internes d'un pays partenaire de l'Union européenne. La remise en question du partenariat a été largement relayée au sein de la Chambre basse. La surprise est générale au sein des députés qui regrettent l'implication d'homologues européens hostiles au Maroc. C'est une résolution qui miroite un souci de défendre les droits de l'homme et la liberté de la presse. Mais au fond, le texte sert l'agenda et les intérêts de certaines parties que nous connaissons très bien. Aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que les ennemis du Maroc en ont après l'intégrité territoriale du royaume. Ils sont irrités par les avancées du Maroc en termes notamment de développement et de démocratie. Députés et conseillers dénoncent farouchement une campagne tendancieuse visant le royaume. La séance plénière tenue hier au Parlement était une fois encore la preuve du soutien indéfectible des représentants du peuple à leur patrie. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. À l'instigation de Mouna Hachim et des éditions La Croisée des Chemins, le livre noir de la Ville Blanche qui synthétise les doléances des Casablancais telles qu'exprimées dans le groupe Save Casablanca est passé au format papier. Pour nous parler du livre, l'écrivaine est notre invitée. De la musique pour terminer avec l'artiste De Leila qui lance son premier album produit en pleine pandémie. L'Ret est un écho des racines régionales de l'artiste Oujdia, un album aussi teinté d'influences de la world music et des rythmes modernes. On écoutera un extrait dans un instant. Mais avant cela, on va s'arrêter un instant sur ces chiffres. Selon une récente étude du cabinet Inforisque, le nombre d'entreprises défaillantes au Maroc dépasse les 12 300 l'année dernière, soit une augmentation d'un peu plus de 17% par rapport à l'année 2021. La hausse des défaillances s'explique en partie par la faible utilisation de la procédure de sauvegarde, à peine 27 en 2022, fait remarquer Inforisque, ajoutant que les entreprises marocaines sont encore faiblement averties des mesures préventives existantes. Et si on catégorise cette étude par ville, c'est l'axe Casablanca-Rabat-Tanger qui est concerné par près de la moitié des défaillances, 41% plus exactement. Et puisqu'on parle de Casablanca, ville plurielle et de contraste, on va parler aussi de ce livre, je vous le disais, à l'instigation de Mouna Hachim et des éditions La Croisée des Chemins, le livre noir de la Ville Blanche qui synthétise les doléances des Casablancais telles qu'exprimées sur le groupe Facebook Save Casablanca. Eh bien, il est passé au format papier avec des réactualisations et de nouvelles illustrations signées Brahim Taougar, et les droits d'auteur seront remis par l'éditeur à une association caritative. Et pour en savoir plus sur la destinée de ce livre qui dresse sans langue de bois les mots de la métropole Casablanca, l'écrivaine Mouna Hachim est notre invitée. Mouna Hachim, bonsoir et bienvenue. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, je vous ai reçue ici en 2021. Est-ce que, depuis, il était dans un format PDF, qu'est-ce qui a d'abord vraiment changé depuis à Casablanca ? Malheureusement, pas grand-chose. Effectivement, il y a eu quand même quelques réalisations qui elles-mêmes enregistraient un sacré retard. On dira que le Covid a bon dos. Donc il y a eu des projets qui ont été livrés, notamment l'ouverture de la décharge, de la nouvelle décharge et la fermeture de la décharge sauvage de Mdiona,
qui, en principe, devait être fermé en 2010, mais passons. Il y a eu quelques projets aussi qui ont abouti, notamment le pont à Aubon de Sidi Marouf, la trémie des Almohades, la trémie du boulevard Indy qui a été réalisée en un temps record, l'esplanade, enfin la corniche de Ain Diab, etc. Donc il y a eu quand même quelques réalisations. Mais maintenant, il y a aussi d'autres projets qui enregistrent un énorme retard et qui suscitent au fait des interrogations légitimes au vu de leur lenteur. Par exemple, il y a, là, je ramenais quand même un petit pense-bête parce qu'il y a des chiffres et c'est important d'être précis. Voilà, par exemple, le parc zoologique de Ain Sebeh a un budget de 250 millions de dirhams, des travaux qui ont démarré en 2015, une ouverture initialement prévue en 2018, nous sommes en 2023, toujours rien à vue. Le Grand Théâtre, un budget global de 1 440 millions de dirhams, un chantier qui a démarré en 2014. Tout le monde peut voir l'espèce de bâtiment, le blocos qui est là. Donc le bâtiment est là, mais le théâtre n'est pas là. Et évidemment, à la date d'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune information quant à ces orientations. Et il y a plein d'autres projets comme ça. Il y a la Casablancaise, un budget de 46 millions de dirhams et des poussières, un marché approuvé en décembre 2015. Oui, les exemples ne manquent pas. Voilà, exactement. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, Mouna Hachem, est-ce que vous avez dû réécrire le livre en format papier ou est-ce qu'il est resté vraiment fidèle aux doléances telles que formulées par les Casablancais au niveau de Facebook? Non, il est resté absolument fidèle. Donc, il s'agit de synthétiser un petit peu ces doléances qui reviennent en vrac, parce que c'est le format Facebook qui le veut. Et donc, de synthétiser, mais évidemment de réactualiser, de dire ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, de reprendre aussi les commentaires et les coup de gueule, parce que c'est tout à fait ça, mais aussi des suggestions des membres du groupe qui arrivent quand même à 330 000 personnes, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire c'est quand même la voix des Casablancais. Et évidemment, la valeur ajoutée, c'est les illustrations du grand photographe M. Brahim Taougar, ce qui fait qu'on se retrouve avec, je dis, un beau livre, parce que je l'ai eu entre les mains, j'étais impressionnée parce que je me disais, c'est quand même un beau livre. Un trop beau livre pour ce qu'il raconte. C'est-à-dire un beau livre par le côté esthétique, les images, la mise en page, et puis tout ça, et puis il y a quand même la laideur au fait de la thématique, et donc ça fait un étrange paradoxe aussi entre le noir et le blanc aussi. Tout à fait, et puis dans le titre aussi, parce qu'il y a l'oxymore là avec l'association des contraires, le livre noir, et puis il y a la blancheur de la ville telle que connue dans sa noblesse. Il faut dire quand même que cette page Facebook, il faut rendre à César ce qui est à César, a un impact incroyable. Moi, je vois parfois les gens dénoncent, donc mettent en scène avec des photos des situations, et parfois 24-48 heures plus tard, la personne revient et le problème est réglé. Exact, tout à fait. C'est vraiment oui, pour des petits, c'est quand même la magie de cette page qui a quand même un impact important, il faut le dire. Alors, le groupe rassemble, vous l'avez dit, plus de 330 000 personnes. Est-ce que c'est le poids de cette communauté qui est à l'origine de l'écriture de ce livre ? Ben oui, c'est par la force des choses, c'est-à-dire que le groupe, je l'avais créé en 2013, et puis évidemment ça fait boule de neige, et puis ça fait des personnes de différents horizons qui ont aussi une valeur ajoutée certaine, parce qu'ils viennent de différents bords professionnels, socio-économiques et culturels, etc. Et donc, mais le groupe, il a aussi ses limites au niveau de Facebook, parce que bon, c'est des informations en vrac, donc tous les jours ça défile et tout est mélangé. Donc à un moment ou à un autre, il fallait se poser et puis restructurer ça, lui donner forme en reprenant les différentes thématiques qui reviennent de manière récurrente et puis replacer les éléments dedans de manière tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors, une dernière question sur la destinée, j'ai envie de dire, de ce livre. Est-ce que le livre noir de la Ville Blanche va pouvoir être réactualisé en fonction des nouveaux points noirs qui peuvent apparaître dans la Ville Blanche? Est-ce qu'il y aura d'autres éditions ou est-ce que c'est un support qui servira à régler les problèmes ou un livre tout simplement pour le salon? Le format papier a l'avantage d'être palpable, d'être concret, d'être facilement consultable, d'autant plus que sur le fond, les problèmes n'ont pas changé. Et puis, je disais hier, de tous les livres que j'ai écrits, c'est peut-être celui que j'aurais pas aimé souhaiter écrire, en tout cas pas sous cette forme-là. J'aurais aimé écrire sur un Casablanca où il fait bon vivre, ou qui est en phase aussi avec son rang de capitale économique et puis avec les aspirations, évidemment, de Smart City. Donc, j'espère que j'aurai pas à en écrire encore. Sur cette thématique en tout cas. Mouna Hachem, merci d'avoir été parmi nous ce soir et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
À présent, cette information qui vient de nous parvenir, le Maroc et l'UNESCO renforcent leur partenariat. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue aujourd'hui au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris. En sa qualité de présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, son Altesse royale y a présidé un accord de partenariat signé par le sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture et Nzha Alaoui, secrétaire général de la Fondation. Signé pour 5 ans, l'accord permettra de mettre l'accent d'abord sur le programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial et l'UNESCO et de mener des activités auprès de la jeunesse marocaine et africaine. Il prévoit la mise en place d'un kit pédagogique conçu par l'UNESCO pour faire découvrir et comprendre aux jeunes marocains et africains le patrimoine de leur ville, et nous reviendrons bien évidemment sur cet accord au cours de nos prochaines éditions. Et on termine avec de la musique et l'artiste de Leïla qui lance son premier album produit en pleine pandémie. L'Ret est un album original écrit et composé par de Leïla, un écho de ses racines régionales teintées d'influences de la world music et des rythmes modernes, présenté en avant-première à l'American Arts Center. L'Ret est sur toutes les plateformes d'écoute sur Internet depuis le 19 janvier. Reportage Abdelalim Kawi, commentaire Samia Haris. C'est en puisant dans ses racines que Leïla Chakir, The Leïla pour les intimes, a écrit L'Ret, un nouvel album où les rythmes et les sons de sa région natale de l'oriental, Rgada, Rai, Mchiacha et Rarnati, fusionnent avec des influences rock, reggae et blues, un univers très féminin. بغيت عندنا في المنطقة كاين هو واحد المود فين النساء كيبقاو كيزرعوا الكلام بيناتهم. Dans notre région, l'Ret exprime une certaine atmosphère où les femmes se parlent à travers des chansons dans lesquelles elles expriment leurs sentiments et leurs humeurs. L'Ret est un exutoire musical pour ces femmes de l'oriental. L'album comprend 10 chansons qui compilent tous les styles musicaux de la région. على les styles musicaux اللي عندنا في la région orientale. L'Ret, premier album de l'artiste, a été lancé en avant-première au public de l'American Arts Center avant d'être diffusé sur les plateformes d'écoute sur Internet. Et comme pour ses chansons précédentes, De Leïla fait voyager la riche culture de sa région. Il est là pour mission de promouvoir la culture de la région orientale vu qu'il est natif de Oujda. Cet album a été enregistré et produit pendant la période de Corona. On a profité de cette période vu qu'on n'avait pas l'opportunité de faire des concerts. Des concerts, De Leïla en prévoit en France et en Suisse en mars prochain avant de lancer une tournée au Maroc. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue aujourd'hui au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris. Et en sa qualité de présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, son Altesse royale y a présidé un accord de partenariat signé par le sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture et Nzha Alaoui, secrétaire général de la Fondation, signé pour 5 ans. Cet accord permettra de mettre l'accent d'abord sur le programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial et l'UNESCO et de mener des activités auprès de la jeunesse marocaine et africaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Rahma El Hennaoui. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.